Et si la Russie devenait soudain très gentille et réglait tous ses différends frontaliers avec ses voisins? Et s'il décidait aussi? On est beaucoup trop grand. Alors réglons nos frontières internes et réduisons un peu notre taille. Dans cette vidéo, je vais prendre ce scénario hypothétique et me charger moi-même de régler les frontières de la Russie. D'abord, nous allons passer en revue ces différents frontaliers parce qu'il y en a beaucoup, et nous allons les régler. Ensuite, nous passerons à d'autres réorganisations territoriales, et même à une éventuelle dislocation de certains territoires. Je pense qu'il vaut mieux commencer à l'ouest avec la situation frontalière la plus manifestement agaçante, à savoir Kaliningrad. Kaliningrad est une enclave russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne borde que la Lituanie et la Pologne, ainsi que la mer Baltique, et c'est historiquement une région assez importante pour les Allemands. Ils ont fini par la perdre après la Seconde Guerre mondiale, mais elle reste importante dans l'histoire allemande, et aussi pour les Polonais. La Russie a obtenu cette région à la fin de la guerre, parce qu'en fait, ils voulaient une enclave stratégique en Europe de l'Est, plus proche de la frontière de l'OTAN, et ayant accès à la mer Baltique. Ils ont encore cet accès via Saint-Pétersbourg, mais il est plus à l'ouest. C'est un territoire très stratégique pour la Russie aujourd'hui. Il est relié par une ligne de train qui passe par la Biélorussie. Et dans ce scénario, il l'abandonnerait gracieusement à la fois à la Pologne et à la Lituanie, qui je suppose pourraient le partager en deux. Avançons maintenant plus au nord, vers la frontière finlandaise. Depuis la guerre d'hiver de 1939-1940, une grande partie de l'ancien territoire finlandais est devenue russe. Que se passerait-il si la Finlande les récupérait? À ma connaissance, ce territoire n'est pas très utile, mais la Finlande l'apprécierait sans doute. Actuellement, aucun mouvement en Finlande ne souhaite le récupérer. Ils ont disparu fin XXe siècle. Et je ne suis pas vraiment sûr que la Russie veuille le garder. Comme je l'ai dit, je pense que ce n'est que de la forêt. Et donc, ce serait un beau geste de leur part de le rendre à la Finlande de la même manière, et pour revenir aux pays baltes. L'Estonie et la Lettonie ont perdu un peu de territoire frontalier sous l'Union des républiques socialistes soviétiques. La Lettonie a perdu Abréné, et l'Estonie a perdu Petseri et la rive est du fleuve Narva. C'étaient principalement des ajustements internes de frontières faits par l'Union soviétique en 1945. La Lituanie avait déjà gagné du territoire avec eux, récupérant notamment Vilnius, sa capitale historique. Je pense que cela prouve que la Russie peut être gentille. Ils l'ont été avec la Lituanie à l'époque. On peut dire qu'ils l'ont fait parce que tous faisaient partie de l'Union soviétique. Ils la dirigeaient de toute façon, et ce n'était qu'un changement symbolique pour plaire aux habitants. En poursuivant vers le sud, nous abordons le sujet qui fâche, ou plutôt l'ours dans la pièce. Je me souviens qu'à l'école, en cours d'histoire de la propagande, j'ai vu une vidéo considérée comme un des meilleurs exemples modernes de propagande. Elle présentait un ours menaçant, lié à la campagne présidentielle de Reagan. C'est assez intéressant de voir que cela reste un problème aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, et que les arguments sont essentiellement les mêmes, maintenant. Imagine devoir traverser tout ce territoire pour modifier la carte. En août 2025, le sud-est de l'Ukraine reste occupé par les forces russes, tout comme la péninsule de Crimée. Maintenant, ce sont des questions différentes qui font pourtant partie d'un même problème plus vaste. La Crimée a été occupée en 2014 et aurait voté pour rejoindre la Russie, mais la légitimité du vote est contestée. Le territoire étant majoritairement peuplé de Russes ethniques, il est crédible qu'ils aient largement voté pour l'annexion russe. Le référendum n'a été vérifié par aucun observateur. Le sud-est de l'Ukraine est occupé par des forces armées russes envahissantes. Je crois qu'ils ont aussi organisé un vote étrange, encore moins légitime que celui de la Crimée. Je pense que la Russie pourrait, par bonté, retirer son armée et rendre tout le territoire ukrainien. Organiser un nouveau référendum en Crimée, contrôlé par des observateurs extérieurs, pour garantir la neutralité. Il pourrait faire venir l'Organisation des Nations Unies des adversaires comme l'Union européenne, les États-Unis, ainsi que des alliés comme la Chine ou l'Iran. Si tout le monde validait les résultats, peut-être que la Crimée accepterait même de rester une partie de la Russie. En allant encore plus au sud, nous atteignons la région du Caucase,
où la Russie a quelques problèmes avec un autre voisin, la Géorgie. En 2008, des forces soutenues par la Russie ont occupé l'Abkhazie, au nord-ouest de la Géorgie. Depuis lors, les rebelles ont déclaré leur propre nation, alignée avec la Russie, et en gros, seuls les Russes la reconnaissent comme un véritable pays. Certains pays comme le Venezuela et la Corée du Nord la reconnaissent pour plaire aux Russes, mais cela reste insignifiant internationalement. Fait intéressant, le drapeau de l'Abkhazie est assez unique, et il est vraiment beau, mais c'est un autre sujet. Ils ont fait la même chose en Ossétie, cette région ici au centre du nord de la Géorgie, en suivant exactement la même stratégie, en aidant de prétendus rebelles locaux à déclarer un pays indépendant. L'Ossétie du Sud. Elle n'est reconnue par presque aucune autre nation et existe en fait comme un État fantoche russe. Dans ce scénario, ces deux territoires reviendraient à leur propriétaire légitime, la Géorgie. D'autres points restent à traiter sur les territoires russes du Caucase, notamment des endroits comme l'Ossétie du Nord, qui se trouve à l'intérieur de la Russie, ou d'autres comme la Circassie ou le Daghestan, peut-être même la Tchétchénie, qui pourraient potentiellement devenir de véritables pays indépendants. Mais passons d'abord en revue les différents territoriaux, puis nous y reviendrons. Attendez, finalement on peut passer à cela, car la Russie n'a plus que des frontières avec le Kazakhstan, la Mongolie, la Chine et la Corée du Nord. Maintenant, il n'y a plus de différends, sauf avec le Japon, qui partage une île mais pas de frontière continentale. L'une dans l'archipel des Kouriles. Le différend des îles Kouriles concerne la propriété des 4 îles, les plus au sud de la chaîne des îles Kouriles. Elles sont connues sous le nom de Kourils du Sud en Russie et de Territoire du Nord au Japon. Les îles se trouvent entre la péninsule du Kamtchatka, Russie, et l'île d'Hokkaido, Japon. Le différend vient de l'annexion de ces terres par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, que le Japon conteste. Tout cela conduit à un échec continu de la signature d'un traité de paix entre les deux nations. C'est en fait assez fou. Techniquement, ils sont toujours en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, la guerre n'a pas lieu, et un cessez-le-feu a été signé. Mais un véritable traité de paix n'existe toujours pas. Pour être honnête, il semble quelque peu hors de propos. Donc, dans notre redéfinition des frontières russes, le Japon les garderait. Alors maintenant, nous pouvons passer aux réorganisations internes du territoire russe. La Russie n'est pas vraiment un pays unitaire, je veux dire. En réalité, elle l'est. Mais techniquement, c'est une fédération et elle est composée de différentes entités. C'est un système assez compliqué parce qu'il y a tellement de niveaux ou de types d'unités fédérales. Alors laissez-moi essayer de l'expliquer aussi simplement que possible. Il y a 6 types d'unités fédérales. En Russie, il y a les républiques, les kraïs, qui sont des territoires, les oblasts, qui sont des régions, les villes fédérales, les régions autonomes et les districts autonomes. Avec une grande minorité ethnique, on compte 21 républiques, le plus haut statut de sujet fédéral possible. Exemple, l'Altaï, la Tchétchénie, le Daghestan, la Carélie près de la Finlande, le Komi, la Saha ou Yakoutie, la plus grande subdivision territoriale mondiale. Et la Touva, qui était en fait un pays indépendant au XXe siècle. En prenant cet exemple, je pense qu'au moins quelques-uns de ces territoires pourraient devenir leur propre pays. Après tout, selon leur propre définition. Ce sont des territoires désignés comme étant le foyer d'une minorité ethnique spécifique en Russie, mais généralement une majorité au sein de leur propre république. Et c'est vrai. La Tchétchénie compte 96% de Tchétchènes, l'Ingouchie compte 96% d'Ingouches. Le Daghestan regroupe 13 nationalités autochtones différentes qui, ensemble, représentent aussi 95% de la population. La Touva compte 88% de Touviens. L'Ossétie du Nord, qui borde cette région occupée de Géorgie, compte 68% d'Ossètes. La Kalmoukie compte 62% de Kalmouks. La Tchouvachie, 63% de Tchouvaches. La Sakha 55% de Yakoutes. Et le Tatarstan, 53% de Tatars. Certaines républiques, comme l'Ardie avec 25% de Circassiens, ou la Komi avec 22% de Komis, ont des minorités ethniques importantes. Je suppose que celles où les Russes sont majoritaires pourraient justifier de rester une partie de la Russie, mais les autres pourraient devenir indépendantes. Elles sont en réalité leur propre nation et pays, mais restent encore en quelque sorte soumises à l'impérialisme russe. Les kraïs et oblasts sont en fait identiques,
Ce sont juste des régions russes, qui resteraient russes. Il en va de même pour les villes fédérales de Moscou et Saint-Pétersbourg. Bien sûr, cela nous laisse avec les oblasts autonomes, dont il n'en existe en réalité qu'un seul, et les 4 okrougs autonomes. Le seul oblast autonome est l'oblast juif, situé à l'extrême est du pays, à la frontière chinoise. Désigné en 1934 par décret soviétique comme destination supposée pour les juifs en Union des républiques socialistes soviétiques. À la fin des années 40, la population juive comptait 46 000 à 50 000 personnes, soit seulement 25% de la population totale. Lors du recensement de 2021, il ne restait plus que 837 juifs là-bas, ce qui représentait 0,6% de la population. Malgré son statut et son nom, il ne serait pas logique que cela devienne indépendant. Mais qu'en est-il des 4 okrougs autonomes? Il y en a 4 situés ici, 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 et tout au nord-est, par ici. Ce sont Khanty-Mansi, Nenets, Yamalo-Nenets et Tchoukopka, mais aucun n'a une population majoritairement non russe. Le plus élevé est Tchoukotka avec 45. Les autres ont tous environ 30 autochtones. On peut désormais affirmer que ces cas et les républiques où les populations ethniques locales sont minoritaires ne résultent pas d'une présence naturelle des Russes. Il s'agit plutôt du résultat d'un projet de rectification et de déplacement de population mis en œuvre pendant des décennies, voire des siècles, d'abord par l'Empire russe, puis par l'Union soviétique. Je veux dire, les 25% de Circassiens vivant en Adyguée représentent la population actuelle. De 1863 à 1878, l'Empire russe a envahi la région, exterminant ou déplaçant de force 1 à 1,5 million de personnes. L'Adyguée a actuellement 500 000 habitants. Même selon des estimations prudentes, sans cette extermination, la population dépasserait aujourd'hui 15 millions, les Circassiens représentant plus de 75%. Mais de toute façon, c'est la réalité sur le terrain maintenant. Donc je suppose que c'est avec cela que nous devons composer. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. Merci à mes mécènes pour leur soutien direct. Et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.